TV Liberté n'est pas financé par les oligarques qui dealent avec le pouvoir, ni par le pouvoir qui deal avec les oligarques. TVL n'est pas arrosé par les laboratoires pharmaceutiques qui courent après leurs profits jusqu'au mépris de vos vies. Derrière TVL, il n'y a pas de marchands de canons qui comptent sur la guerre pour faire leur beurre. TV Liberté, c'est un média alternatif, indépendant. Contrairement à la grande presse qui croule sous l'argent de vos impôts, nous dépensons vos dons avec rigueur et discernement pour vous informer. Nous ne recevons aucune subvention et pourtant, d'année en année, nos décryptages se vérifient et ils sont confirmés par la réalité. Parce qu'à TVL, nous n'avons pas de conflit d'intérêts, ni avec les partis, ni avec les vaccins, ni avec une puissance étrangère, ni avec quiconque. Ce que nous avons, c'est un devoir d'intégrité et d'exemplarité vis-à-vis de vous. Mais pour continuer notre mission, pour sortir la tête de l'eau après cette censure bancaire, mais aussi pour riposter, pour rendre coup pour coup au système. Nous n'avons pas d'autre aide que vous. Vous êtes notre seul soutien. Alors ne vous contentez pas d'être spectateur. Donnez à TV Liberté et agissez à nos côtés dès aujourd'hui. Bonjour à tous et bienvenue dans Choc du Monde, le magazine des crises de la prospective internationale de TVL. Donald Trump est encore déçu par Volodymyr Zelensky. Selon le président américain dimanche, le dirigeant ukrainien n'aurait même pas lu sa dernière proposition de paix. Et puis la nouvelle stratégie américaine de sécurité nationale a été publiée. Ces pages sur l'Europe valent le détour. Ces 3 pages d'ailleurs sur l'Europe valent le détour. Alors d'autant plus qu'en même temps, Elon Musk, allié de Donald Trump, a lancé une attaque numérique en règle contre l'Union européenne et ses dirigeants, avec quelques tweets qui ont au moins le mérite de faire rire. Nous allons en parler. Nous allons parler de tout ça avec Pierre-Emmanuel Thoman, docteur en géopolitique, enseignant en géopolitique. Bonjour Pierre-Emmanuel Thoman. Bonjour. Merci beaucoup d'avoir répondu présent à l'appel de Choc du Monde. Vous pouvez retrouver les analyses de notre invité et ses cartes sur le site eurocontinent.eu. Alors concrètement, Pierre-Emmanuel Thoman, Zelensky refuse la cession de territoire que ses troupes tiennent encore. Il a déclaré dimanche que l'Ukraine mérite une, dixit, paix digne. De son côté, le dirigeant russe, Vladimir Poutine, a déclaré que l'armée russe libérerait l'ensemble du Donbass si les soldats ukrainiens refusaient d'évacuer. Alors ma question, les Européens veulent faire bloc derrière Volodymyr Zelensky, Kiev veut encore négocier, mais peuvent-ils, Zelensky et les Européens, peuvent-ils encore obtenir une paix digne comme le demande encore Volodymyr Zelensky? Je pense que c'est impossible. C'est un objectif inatteignable selon la nouvelle configuration géopolitique, c'est-à-dire les Européens de l'OTAN pro-Kiev, parce que les Européens sont divisés en réalité, mais les capitales en pointe pour soutenir Kiev cherchent à prolonger le conflit. Je pense qu'ils ont compris que ce conflit était perdu. Mais ils essaient de camoufler leur propre humiliation et cette défaite en cherchant à soutenir à bout de bras Kiev pour obtenir peut-être une posture un tout petit peu plus favorable et espérer éventuellement un durcissement de la posture de Donald Trump vis-à-vis de la Russie, mais là aussi on voit que c'est de moins en moins crédible. Et en fait, ils essaient de gagner du temps parce qu'ils savent qu'on va leur demander des comptes après ce désastre géopolitique de tout l'axe Washington, OTAN, Union européenne, Kiev, alors même que Washington avec Donald Trump ont réalisé, ont compris que la défaite était inéluctable, essayent de se désengager de ce bourbier et en fait refiler la patate chaude aux Européens et à Kiev, et ils pourront ensuite les... Vous dites qu'il y a une évolution dans la compréhension de Donald Trump et de son administration vis-à-vis du conflit, vis-à-vis de la Russie. Vous pensez qu'il y a eu un tournant à un moment ? Oui, je pense que
par rapport au premier mandat de Donald Trump, il faut rappeler que il avait approuvé l'envoi d'armes létales au régime de Kiev contre la Russie. Lors de son deuxième mandat, il a promis de se désengager de ce conflit, d'arriver à la paix. Et donc, il fait ce qu'il a promis, mais il ne le fait pas à n'importe quelle condition. C'est-à-dire, il le fait en essayant de camoufler cette défaite en fait de l'axe Washington-OTAN-Union européenne-Kiev, en disant c'est Biden qui a provoqué ce conflit, ce n'est pas moi, et je cherche à me désengager de ce conflit. Mais c'est ambigu, parce que s'il voulait vraiment le faire de manière plus abrupte, il aurait tout de suite arrêté la livraison d'armes, d'informations, non seulement à Kiev, mais de faire pression aux Européens pour qu'ils ne continuent pas à soutenir Kiev. Et en réalité, les États-Unis augmentent leur exportation d'armes aux Européens qui transmettent les armes à Kiev. Donc il y a une posture ambiguë des États-Unis qui cherchent en fait qui ont introduit une nouvelle doctrine de sous-traitance géopolitique de leurs propres intérêts. D'ailleurs, dans ce qui est inscrit d'ailleurs noir sur blanc dans la nouvelle stratégie de sécurité, avec les Européens qui s'occupent de leurs propres problèmes, en Asie aussi. Qui essaient de s'occuper de leurs propres problèmes. Voilà, mais en fait, c'est une manière de dire on vous vend les armes, vous endiguez la Russie et puis le Japon et les pays d'Asie, vous endiguez la Chine, on vous fournit les armes et nous, on donne les grandes priorités géopolitiques, on préserve la suprématie américaine dans le monde. Alors vous avez évoqué le fait que les Européens, Kiev, essayaient d'éviter donc l'humiliation. Alors je vais jouer quand même un peu l'avocat du diable, Pierre-Emmanuel Thoman. On sait que les défaites humiliantes sont souvent la cause d'une nouvelle guerre. Bon, évidemment, il y a ce cas d'école de la guerre de 14 après la guerre de 70. La Russie et Washington ne devraient-ils pas éviter une humiliation ukrainienne ? Alors, c'est ce que Washington a compris avec l'élection de Donald Trump, qu'il, en fait, ils ne sont pas arrivés à infliger une défaite stratégique contre la Russie. L'élargissement de l'OTAN à l'Ukraine est impossible de facto. La Russie, de son côté, n'a peut-être pas encore atteint tous ses objectifs géostratégiques, mais par contre, elle a réussi à cristalliser, à imposer l'évolution du monde vers un ordre plus multipolaire et à torpiller toute prétention unipolaire de la part des États-Unis. Pour préciser, alors quels sont en fait les échecs de la Russie depuis 3 ans ? Alors, du point de vue de la Russie, l'échec a été ils n'ont pas réussi à imposer une négociation préalable à l'intervention. C'est ce qu'ils avaient, le plan A, c'était une négociation avec les États-Unis en décembre 2021 pour une nouvelle architecture européenne de sécurité, avec non-élargissement de l'OTAN et l'inscrire dans de nouveaux traités qui introduisent un nouvel ordre spatial et géopolitique. Les États-Unis ont refusé. Les États-Unis, sous la présidence de Joe Biden, en même temps, soutenaient Kiev, armaient Kiev, et ils ont craint une nouvelle offensive de Kiev sur le Donbass, et ils ont décidé d'intervenir. À ce moment-là, ils ont cherché aussi à imposer une négociation à Kiev, et en réalité, Kiev a été soutenu par les Occidentaux pour poursuivre le conflit jusqu'à la situation actuelle. On évoque souvent le voyage de Boris Johnson. Exactement. En effet. Vous avez évoqué la publication de la nouvelle stratégie de sécurité nationale américaine, donc publiée par Washington, par la Maison-Blanche, le 6 décembre dernier. Ce n'est pas très long d'ailleurs, ça vaut le détour. Il faut le lire, ce document, mais je vous propose, en attendant quand même, un résumé. Corriger l'erreur du mondialisme, du libre-échange destructeur et des alliances déséquilibrées. C'est ainsi que Donald Trump veut restaurer la puissance américaine. Depuis la fin de la guerre froide, les élites américaines ont commis l'erreur de financer simultanément l'État-providence et un complexe militaro-diplomatique non moins considérable. Trump veut renouer avec l'Amérique d'abord, revendique soutenir ses travailleurs et un partage des charges avec les alliés.
Les affaires des autres pays ne nous concernent que si leurs activités menacent directement nos intérêts, est-il écrit. Plus d'interventionnisme militaire débridé donc, la paix par la dissuasion militaro-économique doit primer. Mais le document enchaîne en revendiquant la prééminence de Washington sur tout le continent américain, jusqu'à empêcher les concurrents non hémisphériques de s'y positionner. Si l'administration Trump revendique la vigilance pour prévenir un conflit avec Pékin, elle tire surtout à boulet rouge sur l'Europe, rappelant son effacement civilisationnel. L'Union européenne sape les souverainetés nationales, les politiques migratoires transforment le continent, la censure s'attaque à la liberté d'expression selon le document. Si les tendances actuelles se poursuivent, le continent sera méconnaissable d'ici 20 ans ou moins, fustige-t-il. Donc au-delà, Washington souligne que l'Europe considère la Russie comme un ennemi existentiel et semble évidemment le regretter, et que la gestion des relations entre l'Europe et la Russie, je cite, nécessitera un engagement diplomatique important de la part de la puissance américaine pour rétablir les conditions d'une stabilité stratégique et atténuer le risque de conflit entre la Russie et les États européens. Donc on parle vraiment de rétablir les conditions de stabilité en Europe et la stabilité stratégique avec la Russie, selon donc ce document de la Maison-Blanche. Donc si je vous comprends bien, Pierre-Emmanuel Thoman, il y a d'un côté le besoin de la part de Washington de se désengager, mais de surveiller l'Europe dans sa relation avec la Russie. Exactement. D'un côté, les États-Unis ne veulent empêcher une aggravation du conflit qui les mettrait en porte-à-faux et qui les obligerait à intervenir pour, soi-disant, le principe de solidarité au sein de l'OTAN avec l'article 5. D'ailleurs, l'OTAN dans ce document est toujours présent en fait devient une plateforme pour vendre du matériel américain aux Européens. Mais les États-Unis, évidemment, ont l'objectif de torpiller toute tentative de rapprochement continental sur l'axe Paris-Berlin-Moscou. Il ne s'agit absolument pas de ce document d'octroyer une indépendance stratégique des Européens, mais de sous-traiter leurs priorités géopolitiques, de dire aux Européens: vous vous occupez de l'endiguement de la Russie en renforçant vos propres défenses, mais évidemment en achetant non seulement des armes américaines, mais aussi de l'énergie et du gaz et du pétrole américains. Et donc les États-Unis préservent leur hégémonie géopolitique sur l'Europe de l'Ouest et d'Europe centrale et orientale. Vous écriviez d'ailleurs sur votre site quelques jours avant la publication de ce document américain que la stratégie américaine en fait était un traquenard pour les Européens. Exactement, c'est une vassalisation intégrale des Européens qui est proposée. Il n'y a pas de changement entre ce qu'a fait l'Amérique depuis 1945 et Donald Trump, qui est isolationniste, qui clame haut et fort depuis quelques années America First, etc. Vous percevez pas une... Alors il y a une modification des doctrines, une modification tactique des objectifs, mais je dirais l'objectif America First, il a toujours été présent et il est maintenu. Mais aujourd'hui, il est explicitement inscrits dans leur stratégie. Auparavant, ils ne disaient pas America First. Les États-Unis voulaient inscrire leur domination au travers du multilatéralisme, au travers du soutien de l'OTAN, de l'Union européenne, des organisations multilatérales, en exportant la démocratie libérale d'inspiration américaine. Et aujourd'hui, la doctrine est modifiée, c'est-à-dire il y a le principe de sous-traitance géopolitique par les Européens sur la question russe, et les États-Unis veulent préserver en fait la civilisation européenne et je dirais se considèrent responsables de l'avenir de l'Europe du point de vue civilisationnel, et donc cela veut dire qu'ils n'exporteront plus le wokisme ou la démocratie libérale d'inspiration américaine, mais par contre, ils vont exporter le conservatisme. Le Trumpisme, qui est un conservatisme américain, vers l'Europe. Donc l'Europe reste en fait vassalisée aux États-Unis.
parce que, et évidemment, il ne sera pas permis aux Européens, par exemple, d'avoir une géopolitique totalement alternative, par exemple eurasienne, sur l'axe, comme je l'ai précisé auparavant, d'inspiration gaullienne, l'Europe de l'Atlantique à l'Oral, enfin un axe Paris-Berlin-Moscou. Ce n'est pas prévu dans ce plan du tout. Donc c'est assez ambigu, c'est-à-dire que, bon, explicitement, je cite, l'Europe reste stratégiquement et culturellement vitale pour les États-Unis, donc il y a un fond de bienveillance dans ce document. Ils veulent un renouveau européen, si l'on veut, mais en même temps, l'administration Trump veut, je cite encore, permettre à l'Europe de voler de ses propres ailes et de fonctionner comme un groupe de nations souveraines alignées, mais avec évidemment des nations souveraines qui serait plus proche, selon l'administration, de Washington que ne peut l'être Bruxelles actuellement. Exactement. Alors ça c'est l'idéologie qui change. C'est-à-dire les États-Unis sont toujours dans une posture hégémonique en Europe, mais ils changent de doctrine idéologique. Ce n'est plus, comme je le dis, l'exportation du wokisme par exemple, mais et du multilatéralisme qu'il dominait de toute façon auparavant. C'est de remettre l'Europe sur la base de l'Europe des nations conservatrice. Et donc qui serait plus proche évidemment de la posture américaine et du Trumpisme. Et donc je pense que leur diagnostic là est juste, c'est-à-dire ils font le diagnostic qu'avec l'immigration de masse, l'Europe est en train de disparaître civilisationnellement. C'est la réalité géopolitique. Et donc ils font le constat que la vraie menace pour l'Europe, ce n'est pas la Russie, mais cette immigration de masse qui change totalement la culture et la civilisation européenne, et ils se portent garant en fait de la préservation de cette civilisation européenne, mais ce qui veut dire que l'Europe reste sous tutelle quand même, parce que le conservatisme américain... Concrètement, ils veulent 27 Orban et Mélanie dans l'Union européenne. À vrai dire, n'est-ce pas aussi une possibilité pour nous, Européens ? Bien sûr, c'est une énorme opportunité pour les Européens de réorienter ce projet européen porté par l'Union européenne qui est obsolète. Parce que c'est l'Union européenne, en fait, avec son idéologie, je dirais, basée sur la société ouverte de libre circulation des migrants, des capitaux, du commerce, affaiblit les nations européennes. C'est un mélange de national globalisme avec une Europe qui se veut géopolitique contre la Russie, et qui ne peut pas gagner ce conflit contre la Russie, parce que les États membres en réalité sont divisés, puis on ne gagne pas contre une puissance nucléaire. Et en même temps, il porte toujours ce projet de post-national, de dépasser les États-nations. Et donc cette synthèse, je dirais, ce monstre à deux têtes qu'est devenue l'Union européenne est obsolète, affaiblit les nations européennes, et donc que les États-Unis à nouveau fassent la promotion des États-nations, c'est une énorme perche envoyée aux Européens qui pourraient affirmer leur propre souveraineté et reconstruire une alliance dans le cadre d'une alliance d'États-nations souverains, comme l'avait comme le général de Gaulle considérait le projet européen en opposition avec l'Europe intégrée de Jean Monnet. Alors, on passe du général de Gaulle. Elon Musk semble dire la même chose en des termes beaucoup plus contemporains. Elon Musk, donc le patron de Tesla, a trollé, comme on dit aujourd'hui à notre époque. Il a trollé l'Union européenne et ses dirigeants depuis plusieurs jours. En toile de fond, une amende de 120 millions d'euros contre X, sa plateforme X, pour violation des lois numériques draconiennes, qui fixent donc des normes de responsabilité et de modération de contenu. Alors Musk a depuis 48 heures appelé à abolir l'Union européenne, ni plus ni moins. Il a comparé la belle Europe à l'affreuse et obèse Union européenne. L'Union européenne, encore une fois, n'est pas une démocratie selon lui, mais une bureaucratie. Il a ironisé sur le fait que Bruxelles voulait punir le réseau social le plus populaire, le sien évidemment, X, au sein donc de l'Union. Il a évidemment ajouté des propos pour le moins ironiques sur l'insatisfaction des Européens face à l'Union européenne, tout en ajoutant au passage que la rémigration était une position modérée et non extrême. On en revient donc au discours de l'administration Trump sur l'immigration de masse qui change le visage de l'Europe. Alors, Pierre-Emmanuel Thoman, face à cette polémique, êtes-vous plutôt Elon Musk ou Ursula von der Leyen ? Alors, c'est ambigu parce que évidemment
Elon Musk a fait le constat qui est valable, qui est juste, de cette Union européenne qui fait la promotion d'un espèce de totalitarisme néoconservateur et européiste, en voulant contrôler évidemment les réseaux sociaux au profit des narratifs pro-européens, et donc il y a une vraie censure qui s'installe. Mais d'un autre côté, Elon Musk, évidemment, en dénonçant cette censure européiste, évidemment, lui a pour intérêt à exporter l'impérialisme digital américain. Donc les peuples européens sont pris entre deux feux, entre deux impérialismes européistes et américains. Et c'est ça un petit peu le problème de l'Union européenne. Et pour conclure, je dirais que lorsque l'on regarde une carte géopolitique avec cette nouvelle doctrine américaine vis-à-vis du monde, il y a donc la promotion des États-nations, la suprématie américaine, justement, on en parlait, dans les domaines de l'intelligence artificielle et du numérique. Donc ça, c'est un piège à toutes les autres puissances dans ce monde de plus en plus multipolaire, parce qu'ils veulent garder la primauté, et ils établissent une hiérarchie dans les espaces géopolitiques d'intérêt prioritaire pour les États-Unis. D'abord, le territoire américain, renforcement des frontières, l'immigration de masse est totalement... ils ont l'objectif de stopper l'immigration de masse aux États-Unis. Deuxième objectif, l'hémisphère occidental, du Groenland, Canada jusqu'en Argentine. Là, c'est la domination américaine. Vous êtes en effet géographe, donc vous comprenez bien. Pour nos spectateurs français, l'hémisphère occidental pour les Américains correspond en fait aux Amériques. Voilà, c'est ça. Donc, le panaméricanisme hégémonique, l'hégémonie américaine sur cet espace panaméricain. Ensuite, il y a l'Asie. La priorité Asie en numéro 2, et donc endiguer la puissance chinoise, même s'il ne nomme plus la Chine d'ailleurs comme adversaire stratégique, c'est fait de manière indirecte. Le document est assez neutre et assez exactement, vis-à-vis de la Chine, c'est assez étonnant. C'est pour laisser la porte ouverte aux négociations entre grandes puissances, donc il n'est pas du tout guerrier. Donc c'est pour la stabilité stratégique, même s'il y a une rivalité entre grandes puissances. La troisième priorité, c'est l'Europe, où la doctrine géopolitique de sous-traitance des Européens qui s'occupent d'endiguer la Russie en achetant des armes américaines et en revenant au modèle des États-nations. Et ensuite, il y a le Proche-Orient comme la priorité suivante. Et en dernier, il y a l'Afrique. Alors, ce qui est, j'ai dit Proche-Orient, le Moyen-Orient, parce que Proche-Orient, c'est une perception française. Et alors, ce qui est très intéressant, c'est qu'en fait, il y a une nouvelle hiérarchie géopolitique qui est mise en œuvre. Il y a un resserrement géopolitique sur les États-Unis et une hégémonie américaine, panaméricaine, avec une nouvelle doctrine Monroe revisitée par Donald Trump. Explicitement évoquée dans le document. Qui est explicite dans le document. Et l'Asie et l'Europe, en fait, les États-Unis sous-traitent leurs propres priorités et promettent en fait d'établir un équilibre géopolitique. C'est-à-dire, ils veulent empêcher toute puissance rivale, c'est-à-dire sous-entendu, qui n'est pas cité dans le document, sous-entendu Chine ou Russie, soit de dominer l'Europe, soit la Chine de dominer l'Asie. Mais cela veut dire qu'il y a bien une hiérarchie, c'est-à-dire les États-Unis sont hégémoniques en Amérique, mais ils n'acceptent pas d'hégémonie alternative ni en Europe ni en Asie, et je dirais que les priorités géopolitiques anglo-saxonnes d'encerclement de l'Eurasie, avec le contrôle de l'Europe et l'endiguement de la Chine en Asie, correspondent encore aux géopoliticiens anglo-saxons de division de l'Eurasie, avec en complémentarité la réaffirmation des États-Unis comme puissance maritime pour préserver, notamment en Asie, les grands corridors maritimes pour le commerce. Et donc ça c'est Mahan, l'héritage de doctrine Mahan. Et donc je dirais les États-Unis, America First, une priorité des États-Unis imposée à leurs alliés.
mais début d'acceptation de ce monde multicentré. Ça, c'est important ce que vous dites. Vous pensez qu'il y a quand même une évolution dans le discours, dans la stratégie américaine. Il y a un début d'acceptation de cette multipolarité. Exactement, puisque même si les États-Unis veulent rester la première puissance dans tous les domaines militaires, énergétiques, intelligence artificielle, ils acceptent qu'il y ait d'autres centres de pouvoir avec qui ils négocient en priorité sans une espèce de grand concert des nations mondiales, mais sans en évitant à ces grandes puissances d'imposer en fait un monde multipolaire selon la vision de la Chine ou de la Russie. C'est-à-dire, il n'est pas question pour les États-Unis d'accepter, en fait, dans l'ONU, puisqu'ils ils se détachent de toute doctrine multilatérale. Ils ne cherchent pas à mettre sur le même plan d'égalité Russie, Chine, États-Unis, Inde, mais ils cherchent à préserver une hiérarchie entre ces puissances tout en acceptant en imposant la stabilité en Europe et en Asie pour ne pas laisser la Chine ou la Russie déborder de leur zone d'influence. Et vous dites que les États-Unis perçoivent une forme de hiérarchie donc entre les puissances. Il y a quand même un fond très réaliste dans cette analyse. Oui, exactement. Mais c'est le début d'acceptation d'un monde plus multicentré qui ne pourrait aboutir à un monde multipolaire idéal selon la vision russe et chinoise que si on inscrivait cette nouvelle multipolarité dans le droit international, c'est-à-dire de signer de nouveaux traités qui spécifient le non-élargissement de l'OTAN, la reconnaissance de nouvelles frontières, les zones rouges à ne pas dépasser, et là, il n'en est rien puisque les États-Unis ne mentionnent même pas les Nations Unies dans ce document. Donc, ils évacuent toute vision multilatérale. Tout à fait. Alors, vous avez le sentiment que, donc, je vous ai demandé si la doctrine stratégique américaine a évolué en quelques années, même entre les présidences Trump. Est-ce que vous avez le sentiment que, donc, la Maison-Blanche, Donald Trump, a intériorisé une des grandes critiques qui avait été formulée contre les États-Unis à la suite du conflit ukrainien, à savoir que l'interventionnisme américain en Ukraine avait rapproché la Russie de la Chine et que maintenant c'est totalement compris par Donald Trump? Alors, il n'est pas exprimé dans le document de manière explicite, mais évidemment, en fait, il a réalisé, enfin ses conseillers, parce que je ne sais pas si Donald Trump lui-même est un fervent lecteur d'ouvrages en géopolitique, mais il a un feeling de la politique internationale qui est assez intéressant. Et ils ont compris que les doctrines géopolitiques anglo-saxonnes, même si elles sont encore maintenues jusqu'à un certain point pour encercler l'Eurasie avec l'Europe et l'Asie, où ils ne veulent pas d'hégémonie de puissance adverse, ils ont compris qu'elles ont aussi amené à un rapprochement russo-chinois qui, en fait, contredit même leurs objectifs géopolitiques globaux. Et donc, il y a une modification tactique de ces doctrines en essayant sans doute d'arriver à une stabilité stratégique avec la Russie pour empêcher un rapprochement trop important. Mais il faut bien voir que je pense du côté russe, la Russie n'ouvrira jamais de front contre la Chine, et la Chine d'ailleurs n'accepterait pas non plus que la Russie s'allie avec ce grand Occident dominé par les États-Unis, parce que de facto, elle se retrouverait encerclée. Et donc, il faut voir aussi dans ce document comment il va être mis en œuvre, parce que ce sont des grandes annonces, documents très intéressants du point de vue géopolitique, et il faut voir dans la mise en œuvre concrète comment cela va se dérouler. Comment cela va se dérouler? Eh bien, affaire à suivre donc. Pierre-Emmanuel Thoman, merci infiniment d'avoir répondu présent à l'appel de Choc du Monde. Je rappelle que vous pouvez suivre les analyses de Pierre-Emmanuel Thoman sur le site eurocontinent.eu. Merci à tous d'avoir suivi cet épisode de Choc du Monde. Surtout, n'oubliez pas de le commenter et de le partager. Merci à tous et bonne soirée.